Bien, on va aborder le deuxième volet, c'est-à-dire les vitamines liposolubles. Alors, je vous présente d'emblée la diapositive qui est la plus importante de ma présentation. C'est le métabolisme. D'abord, les vitamines liposolubles, en principe, sont ce qu'on appelle des vitamines antioxydantes. Et cette diapositive est importante parce qu'elle vous rappelle que ces vitamines liposolubles, bien sûr, il y a des apports alimentaires. Quand elles arrivent dans le tube digestif, il y a un cycle entérohépatique, c'est-à-dire qu'elles sont recyclées au niveau du foie. Elles sont liposolubles, ça veut dire qu'elles sont apportées en général par de l'alimentation qui contient des graisses, bien sûr. Et ensuite, dernier problème, elles se stockent, puisqu'elles sont liposolubles, elles se stockent dans certains tissus, et en particulier dans le tissu adipeux et dans le tissu musculaire. Donc ça veut dire que lorsque vous donnez des vitamines liposolubles, une fois que vous avez donné une dose, cette dose peut rester pendant très longtemps dans le tissu adipeux ou dans le tissu musculaire. L'autre problème, c'est que, comme elles sont apportées par l'alimentation et comme elles sont liées aux lipides dans l'alimentation, à partir du moment où il y a les grandes causes de carence en vitamines liposolubles, ça va être évidemment les syndromes de malabsorption, ça va être les stéatorées, ça va être la chirurgie bariatrique de l'estomac, ça va être les dérivations digestives, qui sont les grandes causes de déficit en vitamines liposolubles. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. S'il y a carence, évidemment, il faut traiter. Il y a deux vitamines qui échappent, dont les vitamines liposolubles, elles sont marquées ici, c'est la A, la D, la E et la K. Il y a deux vitamines qui échappent un peu à ce métabolisme. La vitamine D, on va reparler, parce que c'est une véritable pro-hormone qui a nécessité d'être transformée dans l'organisme par deux hydroxylations hépatiques, puis ensuite rénales, pour être transformée en son métabolite actif. Et vous savez qu'elle est synthétisée en grande partie au niveau de la peau, sous l'influence de l'irradiation solaire. Donc les carences en vitamine D, le plus souvent, c'est des carences d'exposition solaire. Et puis il y a la vitamine K, la flore intestinale fabrique de la vitamine K, donc il y a une deuxième source de vitamine K à partir de la flore intestinale. Une fois qu'on a compris ce schéma, on a compris beaucoup de choses en termes de vitamines liposolubles. Alors le schéma que je vais adopter pour toutes les vitamines, c'est distribution et métabolisme, c'est apport nutritionnel conseillé et limite de sécurité. Tout à l'heure, Jean-Louis Chlianger vous a dit qu'il n'y avait pas de limite de sécurité pour les vitamines hydrosolubles. Par contre, il y a des limites de sécurité pour les vitamines liposolubles, et en particulier pour deux d'entre elles, ça c'est sûr, c'est la vitamine A et la vitamine D, et éventuellement aussi un petit peu pour la vitamine E. Ensuite, les sources alimentaires, les sources médicamenteuses et les conséquences donc des excès de vitamines, puisque dans ce cas, on peut avoir des excès. Alors la vitamine A. La vitamine A, vous avez ici les apports alimentaires conseillés, ce qu'on appelle les ANC, 1000 microgrammes par jour. Il y a un stockage important, vous le voyez, au niveau hépatique, 450 mg de vitamine A stockée chez un sujet bien nourri, donc ça veut dire qu'on a de la réserve. Vous avez également un stockage dans des réserves tissulaires, essentiellement adipeuses, 50 mg. Bon, ensuite, elle est portée évidemment par un vecteur, qui est la rétinol binding protéine, utilisée ensuite. Et vous savez que les effets périphériques, c'est les effets sur la rétine, sur le système immunitaire et sur la différenciation cellulaire. Cette vitamine est réabsorbée, bien sûr, comme les autres, comme toutes les autres vitamines liposolubles. Alors la vitamine A, vous avez les apports nutritionnels conseillés, je vous les ai donnés, 1000 microgrammes par jour, et vous avez ensuite un risque de toxicité. Vous voyez apparaître ici pour elle la ligne verticale rouge. Il ne faut pas dépasser en principe 3000 à 7000 microgrammes par jour. 7000 microgrammes par jour est d'ailleurs la limite supérieure. Il y a beaucoup d'instances qui disent 3000 microgrammes par jour. Au-delà, vous risquez d'avoir des signes de toxicité, avec en particulier des signes neurologiques qui peuvent apparaître quand il y a une intoxication par la vitamine A. La vitamine A, par quel type d'aliment est-elle apportée? Vous voyez qu'elle est apportée essentiellement par le foie, par les foies d'animaux, c'est logique.
puisque c'est une vitamine liposoluble, et que vous avez vu que même chez l'homme, la vitamine A est en grande quantité dans le foie, vous en avez un petit peu dans le beurre, vous en avez pas mal dans le beurre, et puis ensuite vous savez qu'une grande partie de la vitamine A n'est pas apportée sous forme de vitamine A, mais sous forme d'un précurseur qui est le bêta-carotène. Donc le bêta-carotène, vous le trouvez dans certains légumes, en particulier dans la carotte. Le problème, c'est que le bêta-carotène, il est à peu près 6 fois moins puissant que la vitamine A, donc il faut diviser par 6. Quand vous dites qu'il y a 12 000 microgrammes de bêta-carotène qui sont apportés, il faut diviser par 6, ça correspond à 2000 microgrammes de vitamine A. L'avantage du bêta-carotène, c'est que vous n'avez pas de risque d'intoxication par le bêta-carotène. Vous pouvez avoir des risques d'intoxication par la vitamine A, mais si vous mangez des carottes 50 fois par jour, vous ne risquez pas de faire d'intoxication par la vitamine A. Le danger des préparations à base de vitamine A, c'est qu'elles sont macro-dosées. Alors en particulier, je vous donne ici par exemple une préparation qui est le qui est l'Avibon, qui est ici. Les comprimés d'Avibon sont titrés à 15 000 microgrammes par comprimé. C'est-à-dire un comprimé d'Avibon, c'est 15 fois la dose, la NC de la vitamine A. Donc vous concevez très facilement que si vous amusez à prendre ce type de médicaments tous les jours, eh bien on peut très rapidement aboutir à une intoxication par la vitamine A. C'est pour ça que les cures d'Avibon, quand on les fait, il faut qu'elles soient de courte durée et qu'elles soient contrôlées. Qu'elles soient contrôlées et que le malade revienne voir son médecin. Il y a ensuite, vous le savez, des préparations qui sont utilisées essentiellement pour le traitement de l'acné, par exemple comme le Roaccutane, qui sont très dosées. Alors il n'y a pas d'équivalence, attention, entre les rétinoïdes de synthèse et la vitamine A, mais ce sont des préparations très dosées qui risquent de donner les mêmes signes d'intoxication que la vitamine A si on ne surveille pas le malade. Ces cures ne doivent pas dépasser, vous le voyez, 4 mois. Et de toute manière, il y a une contre-indication, sauf carence manifeste. Pendant la grossesse, il ne faut pas donner de vitamine A. Ça, c'est très clair. Alors, la vitamine A, s'il y a une zone d'homéostasie, s'il y a une carence, vous savez que c'est les signes habituels, je vous les rappelle, la xérophthalmie, la cécité éventuellement, les troubles de la vision nocturne. Par contre, j'insiste beaucoup ici sur les signes de toxicité, hémorragie, dermatite, douleur, fracture osseuse, hypertension intracrânienne et éventuellement effet tératogène de la vitamine A si on en donne trop. Donc ça peut être une vitamine dangereuse. La vitamine A, pourquoi on l'a proposée dans la prévention des maladies chroniques? Parce qu'elle a, je vous l'ai dit, des propriétés antioxydantes. Alors elle a été utilisée ou essayée, il y a eu des essais pour essayer de prévenir le cancer du poumon, pour prévenir les cancers des voies aérodigestives supérieures, le cancer de la prostate. Ça a été éventuellement préconisé chez les sujets qui sont les sujets à risque, qui sont exposés au tabac, qui sont exposés aux radiations ionisantes, qui sont exposés à l'amiante. Qu'est-ce qu'il reste de tout ça? C'est qu'il n'y a pas de prévention du tout. Chez les sujets, on pensait que donc ça pouvait avoir un effet préventif. Donc vous voyez même que dans certains cas, quand on a donné de la vitamine A, et j'insiste là-dessus, à des sujets qui étaient exposés au cancer du poumon, prédisposés au cancer du poumon parce qu'ils fumaient ou parce qu'ils étaient exposés à l'amiante, on s'est aperçu que dans les essais de supplémentation, en fait, les sujets ils faisaient davantage de cancer du poumon que ceux qui n'étaient pas supplémentés. Donc vous voyez que c'est une vitamine, par conséquent, qui peut être dangereuse. Donc quand il y a une carence en vitamine A, c'est sûr qu'il faut supplémenter. Quand il n'y a pas de carence en vitamine A, quand le sujet est dans la zone d'homéostasie, ce n'est pas la peine de supplémenter, ça ne sert strictement à rien et ça peut même être dangereux. Il faut le savoir. Passons à la vitamine D. Vous avez le même schéma avec toutefois un schéma un peu plus complexe. La vitamine D, je vous le rappelle, elle est synthétisée au niveau de la peau, elle est ensuite hydroxylée par le foie pour être transformée en 25-hydroxyvitamine D, et c'est sur le dosage de la 25-hydroxyvitamine D que l'on détermine le statut vitaminique en vitamine D. Et puis ensuite, cette 25-hydroxyvitamine D subit une deuxième hydroxylation au niveau du rein pour être transformée en 1,25-dihydroxyvitamine D, et c'est la 1,25-dihydroxyvitamine D qui est le métabolite actif de la vitamine D.
Donc la vitamine D, c'est la vitamine du métabolisme phosphocalcique. C'est très simple. Donc c'est la vitamine qui est une vitamine anti-ostéomalacique, anti-rachitique. Donc c'est une vitamine D dont on a besoin de manière indiscutable dans certaines circonstances pour prévenir le rachitisme, l'ostéomalacie ou certaines hypocalcémies. Elle a un cycle entérohépatique comme toutes les vitamines liposolubles. Elle a des ANC, bien sûr, que je vous ai marqué ici, 400 unités internationales par jour, tout au moins chez les sujets qui ont une exposition solaire correcte. Quand il n'y a pas d'exposition solaire correcte, c'est-à-dire chez les sujets âgés, chez les enfants, chez les sujets qui sont dans des institutions, cet ANC est de 800 unités internationales par jour. Et vous voyez que, comme pour la vitamine A, il y a une limite de sécurité qui est fluctuante, comme vous l'a dit M. Schillinger, parce qu'on n'arrive pas à déterminer exactement ses apports nutritionnels conseillés et ses limites de sécurité. Limite de sécurité, si elle existe, c'est à peu près de l'ordre de 1000 à 4000 unités internationales par jour. Alors, là, je vous rappelle uniquement les recommandations. Vous voyez que quand on est dans la tranche d'âge entre 50 et 70 ans, les besoins en vitamine D par voie orale sont de 400 unités internationales par jour et 800 unités internationales par jour si l'exposition solaire est insuffisante. Je vous rappelle, parce que je ne vous l'ai pas dit, que les 2/3 de la vitamine D que nous avons à l'intérieur de l'organisme proviennent de l'irradiation solaire. Il n'y en a uniquement que 1/3 qui nous viennent des apports alimentaires. Pour une raison extrêmement simple, c'est parce que le seul produit qui contient vraiment de la vitamine D en quantité notable, 10 000 unités internationales pour 100 grammes, c'est tout simplement l'huile de foie de morue. Je suppose que vous n'êtes pas des consommateurs quotidiens d'huile de foie de morue. Donc après, si vous voulez avoir de la vitamine D, il faut manger du poisson gras, il faut manger des œufs, et vous voyez qu'en dessous, eh bien, on tombe sur des quantités négligeables. Le lait de vache, par exemple, contient très peu de vitamine D. 40 à 120 unités pour 250 millilitres, c'est-à-dire par bol. Et quand vous fortifiez le lait en vitamine D, vous voyez que vous êtes à peu près aux alentours de 120 à 240 unités internationales par bol de lait. Donc ne comptez pas faire de la supplémentation en vitamine D avec du lait fortifié. Si vous n'allez pas au soleil, vous serez automatiquement en carence en vitamine D. Alors, pour essayer d'explorer le statut vitaminique D, on a recours à quoi? On a recours à ce fameux dosage, qui est le dosage de la 25-hydroxyvitamine D. Là, je vous ai mis les recommandations officielles. On considère que le taux est suffisant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, lorsque le taux est supérieur à 20 nanogrammes par millilitre. C'est insuffisant entre 12 et 20. C'est carencé entre 5 et 12, et c'est carence sévère en dessous de 5. Le problème, c'est que quand vous faites des dosages de 25-hydroxyvitamine D, vous avez à peu près 80% des gens qui sont en dessous de 20. Par conséquent, on décide tout d'un coup qu'ils sont carencés en vitamine D, et vas-y que je te pousse, on prescrit de la vitamine D en préparation vitaminique, stérogile, tout ce que vous pouvez imaginer, UV-dose et compagnie. Pour avoir un peu travaillé là-dessus, je peux vous dire que 20 nanogrammes n'est pas la bonne norme. La bonne norme, en fait, est entre 12 et 20. Donc on considère qu'un sujet est insuffisant en vitamine D en dessous de 12. Tant que vous avez des sujets qui sont supérieurs à 12, je vous conseille de ne pas supplémenter. J'ai pas fini, hein. Je ne sais pas pourquoi vous m'applaudissez avec ça. Il faut être entre 12 et 20 à peu près. Entre 12 et 20, vous êtes normal. Le problème, c'est que... Comment? La norme, c'est entre 12 et 20. Voilà. Donc en dessous de 12, en dessus de 12, vous ne supplémentez pas. Le problème des intoxications par la vitamine D provient du fait que dans la pharmacopée, vous avez des préparations qui sont très dosées en vitamine D, alors je ne vais pas les passer toutes. Il y en a deux qui sont particulièrement dangereuses, c'est le stérogile 15,
qui contient 600 000 unités internationales par ampoule, c'est-à-dire que lorsque vous donnez une ampoule de Sérogil 15, le sujet, il en a pour 6 mois. Et puis vous en avez une autre qui est moins dangereuse, mais qui est l'UV-dose, 100 000 unités internationales par ampoule. Là, à part dans le traitement d'attaque, lorsqu'on donne de l'UV-dose, il ne faut pas en donner plus d'une ampoule, c'est-à-dire en traitement d'entretien, pas plus d'une ampoule tous les 2 mois à peu près, sauf en traitement d'attaque. Donc il faut se méfier de ces... Attendez, ne m'interrompez pas, sinon on n'y arrivera pas. Effet de la vitamine D en dehors du métabolisme phosphocalcique. Alors pourquoi on a proposé la vitamine D en dehors du métabolisme phosphocalcique? Parce que c'est une vitamine qui régule près de 500 gènes, l'expression de 500 gènes, sur un capital de gènes qui est à peu près de l'ordre de 20 000 chez un être humain. Alors on l'a mis, cette vitamine D, à toutes les sauces. Parce qu'il y a des récepteurs à la vitamine D dans des tas de tissus. Alors je ne vais pas vous les énumérer, il y en a dans le tissu adipeux, il y en a dans le myocarde, dans les surrénales, dans les muscles, dans la moelle osseuse, dans le tissu, je ne sais plus où c'est, les parathyroïdes, le tissu immunitaire, etc. Donc on l'a mise partout. Et on a dit à partir de ce moment-là que la vitamine D était capable de prévenir le cancer du côlon, le cancer du foie, le cancer de la prostate, le cancer de tout ce que vous pouvez imaginer. En plus, on a dit que la vitamine D agissait sur l'insulinosécrétion et sur l'insulinosensibilité. Donc à ce moment-là, on a dit la vitamine D, ça va prévenir le diabète, ça va empêcher le diabète d'arriver, en particulier le diabète de type 1 parce qu'il est auto-immun. Puisque ça agit sur les lymphocytes, ça peut prévenir le diabète de type 1. Parce que ça agit sur l'insulinosensibilité, ça peut prévenir ou ça peut améliorer le diabète de type 2. Alors tout ça, c'est basé sur rien. Parce qu'il n'y a aucune étude actuellement, je peux vous le dire, qui prouve l'efficacité de la vitamine D. Alors, il y a un certain Pitas qui s'est lancé aux États-Unis dans une étude dont on ne connaît pas les résultats, parce que l'étude est en cours. C'est un type qui prétend que la vitamine D est parée de toutes les vertus, en particulier pour le diabète. On attend l'étude. Je peux vous donner d'ores et déjà la conclusion. Il n'en tirera rien, ce type-là. Rien. Aucune donnée positive. Pourquoi? Parce que la vitamine D n'a jamais fait quoi que ce soit. Parce qu'il y a déjà des études qui ont été faites, ça ne prévient rien du tout. Les études qui ont été faites sur l'insulinosécrétion et sur l'insulinosensibilité, ça a été fait sur des rats, sur des animaux. C'est du bidon complet. C'est du bidouillage complet sur le plan scientifique. Alors la vitamine E, toujours pareil, les apports alimentaires de l'ordre de 12 mg par jour, un stockage important bien sûr dans le tissu hépatique et dans le tissu adipeux, et un cycle entéro-hépatique. C'est une vitamine antioxydante, on a dit qu'elle était anti-vieillissement, qu'elle faisait rajeunir les cellules, tout ce que vous pouvez imaginer. Là aussi, il y a des ANC, donc 12 mg par jour. Il y a une limite de sécurité sur laquelle j'aurais dû mettre normalement un point d'interrogation. C'est défini à 40 mg par jour, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une limite de sécurité très franche. Alors vous avez les apports en vitamine E qui sont marqués ici. Ce qui contient de la vitamine E, bien sûr, ce sont les produits lipidiques, les huiles végétales, l'huile de tournesol, la margarine. Vous voyez par contre que dans les fruits et les légumes, il n'y en a pas beaucoup, et dans les œufs, qui a priori est un aliment qui contient des lipides, il n'y a pas non plus beaucoup de vitamine E. De toute manière, on développe rarement des carences en vitamine E, sauf dans les maladies digestives dont je vous ai parlé, parce qu'il y a des stocks importants de vitamine E dans l'organisme et parce qu'il y a des réserves tissulaires qui sont extrêmement solides. Alors revenons à nos moutons, c'est-à-dire au rôle de la vitamine E dans la prévention des maladies cardiovasculaires et du vieillissement. Là aussi, les résultats sont contradictoires. Les supplémentations en vitamine E sont inefficaces, sauf chez les sujets carencés. Il y a même des études qui ont montré que la vitamine E pouvait favoriser certaines maladies à forte dose. Alors vous avez des études ici. L'enthousiasme sur la vitamine E, il était parti d'une étude qui était une étude épidémiologique dans les années 90, dans laquelle on avait dosé la vitamine E dans différentes populations. Vous avez les Écossais, les Finlandais, vous avez des Français, des Espagnols là-dedans, et on avait dosé le taux de la vitamine E plasmatique chez ces sujets-là. Et on avait observé une relation inverse entre la mortalité par maladie coronarienne et le taux de la vitamine E.
dont les gens ont dit c'est merveilleux, puisque ça prévient les maladies cardiovasculaires, donnons de la vitamine E. Et toute une série d'études ont été lancées, je vous en donne quelques-unes ici. Alors il y a l'étude ATBC, il y a l'étude JC qui est une étude italienne, l'étude CHAOS, le C, c'est l'étude Cambridge, et ensuite l'étude HOP qui est la plus sérieuse, qui est une étude américaine. Vous avez ici les doses de supplémentation, vous avez les durées des études, vous avez le nombre de sujets qui sont inclus dans ces études. L'étude la plus sérieuse, l'étude HOP, ici vous avez la ligne de neutralité, il ne s'est rien passé. Les deux autres études ici, ATBC et JC, c'est pareil. Il n'y a qu'une étude qui a été mal conduite sur le plus petit nombre de sujets, qui a montré un bénéfice. Aujourd'hui, on peut dire que vous pouvez supplémenter en vitamine E, donner des hectogrammes de vitamine E, ça ne sert à rien pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Alors la vitamine E, c'est pareil, il y a une zone qui est une zone de carence, ça peut donner des maladies neurovégétatives, ça peut donner des états d'hémolyse. Par contre, c'est pour ça qu'on a dit que la vitamine E pouvait être toxique et qu'il y avait une limite de sécurité. Si on en donne trop, ça peut éventuellement donner des hémorragies. Mais vous voyez que je vous ai mis le terme toxicité avec un point d'interrogation. Ça n'a rien à voir avec la vitamine A et la vitamine D. Alors, on continue. La vitamine AK, pour finir, là, ça va aller vite. On connaît les apports alimentaires 45 microgrammes par jour. Par contre, on ne connaît pas la quantité de vitamine K qu'il y a dans le foie. On ne connaît pas la quantité de vitamine K qu'il y a dans les réserves tissulaires. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une fabrication de vitamine K en partie par la flore intestinale qui est capable, par conséquent, de contrebalancer des apports alimentaires qui seraient insuffisants. La vitamine K, par contre, il n'y a pas de limite de sécurité. Il y a une absence de toxicité connue. Les ANC, je vous les ai mis ici, 45 microgrammes par jour. Dans quoi se trouve la vitamine K? Essentiellement dans certains produits alimentaires comme le chou, le chou-fleur, les laitues, certaines huiles comme les huiles de colza et de soja. Alors quand c'est qu'on peut voir des carences en vitamine K? Tout simplement quand il y a un traitement par anticoagulant et par antivitamine K. Et pour préserver l'action des antivitamines K, on déconseille fortement chez ces sujets qui sont sous ces médicaments de manger du chou, du chou-fleur ou des produits riches en vitamine K. Sinon, bien sûr, l'antivitamine K devient inefficace. Alors la vitamine K, je vous l'ai dit, carence éventuellement des hémorragies, mais au cours des traitements par antivitamine K, et pas de signe de toxicité connu. Conclusion, et c'est ma dernière diapositive qui va apparaître, en termes de vitamines, il faut rappeler, je crois, ce qu'on appelle le principe d'hormésie, c'est-à-dire qu'il y a une région d'homéostasie, c'est-à-dire les sujets qui sont bien couverts en vitamines. Là, je suis navré, la supplémentation ne sert à rien, elle est facultative en tous les cas, et je dirais même qu'elle est peu souhaitable, puisqu'en surdosant et en supplémentant des sujets avec des vitamines liposolubles, on peut avoir des effets de toxicité, dont supplémentation à ce moment-là en particulier déconseillée, en particulier pour la vitamine A et pour la vitamine D. Et en fait, les supplémentations sont uniquement recommandées, c'est une véritable lapalissable, quand il y a des carences en vitamines, dont vitamine A, vitamine D, vitamine E, mais ce sont des cas, je vous l'ai dit, qui sont relativement rares, dont c'est ma dernière diapositive, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on prévienne quoi que ce soit en matière de maladies chroniques par des supplémentations systématiques en vitamines liposolubles. Donc mon dernier message, c'est, je vous l'ai dit, soyez prudents avec les vitamines liposolubles et ne supplémentez surtout pas des sujets qui n'en ont pas besoin. Voilà.